Monsieur Bond, James Bond. 6 mots qui ont changé le cinéma pour toujours. Et tout a commencé avec James Bond 007 contre Dr. No en 1962. Aujourd'hui, on plonge dans 21 faits bizarres, hallucinants et incroyables que la plupart des fans n'ont jamais entendus sur le film qui a lancé la plus grande saga d'espionnage de l'histoire. Et croyez-nous, on a gardé le plus fou pour la toute fin. Des secrets de casting choquants, du chaos sur le plateau, des significations cachées et des catastrophes de production, c'est pour les vrais fans. Bienvenue au club Rebobine, où chaque classique mérite un second regard. Numéro 1. L'agent secret réticent. Avant que Connery ne prononce un jour Bond, James Bond, le rôle avait déjà été refusé par certains des plus grands noms d'Hollywood. Cary Grant, suave, sophistiqué, exactement le genre d'homme qu'on imaginait en Bond, a passé son tour parce qu'il ne voulait pas être enfermé dans une franchise. Patrick McGowan, qui deviendra plus tard célèbre avec Le Prisonnier, a refusé pour des raisons morales. Il trouvait que le côté womanizer et violent du personnage heurtait ses valeurs personnelles. Ian Fleming lui-même imaginait quelqu'un plutôt dans le style de Augie Carmichael, usé par la vie, blasé, cool, aristocratique. Il n'était pas particulièrement impressionné quand un acteur écossais relativement inconnu s'est présenté pour le rôle. Mais quelque chose chez Connery, cette énergie contenue, à peine maîtrisée, a immédiatement convaincu les producteurs. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Alors dites-nous en commentaire, quel acteur Bond a, selon vous, le mieux incarné le rôle ? Numéro 2. Le pari à $1 million. Dr. No a été tourné avec un budget d'un peu plus d'$1 million. Ce n'est pas une faute de trappe. À une époque où les grosses productions hollywoodiennes coûtaient déjà des dizaines de millions, les producteurs Albert Cubby Broccoli et Harry Saltzman ont rassemblé tout juste de quoi mettre Bond sur grand écran. United Artists a donné l'argent en s'attendant presque à ce que le projet disparaisse discrètement. Au lieu de ça, Dr. No a rapporté près de $60 millions dans le monde, un retour de quasiment 60 pour 1. Pour vous donner une idée, ce genre de ROI serait encore extraordinaire aujourd'hui. Le pari du studio, fait avec un minimum de foi et un maximum de réticence, est devenu la fondation d'une des franchises les plus longues et les plus rentables de l'histoire du cinéma. C'est l'une de ces belles histoires hollywoodiennes où ceux qui y croyaient le moins ont fini par en profiter le plus. Numéro 3. Le réalisateur qui a sculpté Bond. Sean Connery est devenu Bond à l'écran, mais c'est le réalisateur Terence Young qui l'a véritablement façonné le personnage coulisse de Berne. Young était lui-même un homme du monde, diplômé d'Oxford, élégant et cultivé. Il a tout de suite vu que Connery avait la matière brute, mais qu'il fallait la polir. Il l'a emmené faire du shopping sur Savile Row. Il lui a appris comment tenir un verre de vin, comment commander au restaurant, comment traverser une pièce élégante sans avoir l'air d'essayer. Il lui aurait même fait dormir avec l'un de ses propres costumes sur mesure pour que l'acteur s'habitue physiquement au tissu. L'idée était que Bond devait incarner l'élégance, pas la jouer. Le cool suave effortless dont le public est tombé amoureux est autant l'œuvre de Terence Young que celle de Ian Fleming. Une collaboration fascinante dont presque personne ne parle. Numéro 4. Le voile secret de Honey Rider. Ursula Andress sortant de la mer jamaïcaine dans ce bikini blanc est l'une des images les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Mais voici un détail que la plupart des gens ignorent encore. La voix que vous entendez dans cette scène n'est pas celle d'Ursula Andress. Son accent suisse-allemand était jugé trop fort pour le public anglophone, alors tout son rôle a été doublé en post-production par une actrice britannique nommée Nikki van der Zyl. Andress n'aurait découvert que sa voix avait été remplacée qu'en assistant à une projection du film fini. À ce moment-là, ça n'avait plus d'importance, elle était déjà devenue une star internationale du jour au lendemain. Numéro 5. Le bikini qui a failli ne pas exister. Le bikini blanc que Ursula Andress porte quand elle sort de la mer jamaïcaine n'a pas seulement fait d'elle une star, il a changé à jamais ce que le public attendait d'un film Bond. Mais il a failli ne jamais apparaître dans le film. Les premières versions du script décrivaient Honey Rider arrivant en robe blanche. C'est le réalisateur Terence Young qui a défendu le bikini. Et même là, des ajustements ont été faits. Notamment l'ajout de la ceinture avec couteau, qui donne à la personnage une indépendance et un danger qu'un simple maillot ne pouvait pas transmettre seul. Le costume est devenu si mythique qu'il s'est vendu aux enchères en 2001 pour 35 000 pounds. Et des décennies plus tard, Halle Berry sort de l'océan dans Meurt un autre jour avec un bikini orange, un hommage direct et affectueux à Andress. Numéro 6. Le fan qui a changé l'arme de Bond.
Dans les romans originaux d'Ian Fleming, James Bond portait un Beretta 418, un petit pistolet élégant mais relativement peu puissant. Un lecteur trouvait ça profondément insatisfaisant. Jeffrey Boothroyd, expert en armes à feu et fan dévoué de Bond, a écrit une lettre personnelle à Fleming en 1956 pour lui dire que l'espion le plus dangereux du monde méritait une arme plus sérieuse. Fleming n'a pas juste lu la lettre, il a agi dessus. Il a changé l'arme de Bond pour le Walther PPK dans son roman suivant. Et en signe de gratitude sincère, il a nommé un personnage après Boothroyd dans le même livre. Donc la prochaine fois que vous verrez Bond sortir son Walther, rappelez-vous, c'est là parce qu'un fan ordinaire a écrit une lettre et que cette lettre a réécrit l'histoire de l'espionnage fictionnel. La tarentule sur sa poitrine. L'un des moments les plus discrètement terrifiants de Dr No, une grosse tarentule qui rampe lentement sur la poitrine d'un Bond dormant, a été, selon les témoignages, vraiment désagréable à tourner. Sean Connery avait apparemment une peur significative des araignées, et la production a dû gérer la séquence avec précaution. Certaines versions de l'histoire affirment qu'une vitre invisible a été placée entre Connery et l'araignée, même si ce détail reste disputé. Ce qui est confirmé, un dresseur professionnel était présent à tout moment sur le plateau, et la tarentule utilisée était une grosse espèce spécialement choisie pour le tournage. La scène reste glaçante, le mouvement lent, le silence, l'impuissance. C'est le genre de tension pratique que le CGI ne pourra jamais totalement reproduire. Du vieux cinéma à l'ancienne, à la fois efficace et inconfortable. Numéro 8. Bond, James Bond. La présentation la plus célèbre de l'histoire du cinéma. Et elle a été prononcée pour la toute première fois ici, dans Dr No. Bond est au casino, joue au baccarat et se présente à Sylvia Trench avec ces 3 mots livrés de cette façon si particulière. Ce qui est remarquable, c'est tout ce que ces 6 mots accomplissent. Confiance, danger, style, absence totale de doute de soi. Le tout en moins de 2 secondes. Les scénaristes Richard Maibaum et Johanna Harwood ont construit le moment avec soin. Mais c'est l'instinct de Connery, le timing, l'immobilité, la légère montée de voix qui a transformé une réplique en monument culturel. Rien de tout ça n'était écrit, c'était pur instinct. Et en un seul instant, un personnage est né qui définirait le cool pendant plus d'un demi-siècle. Quel Bond, selon vous, a le mieux délivré cette réplique? Numéro 9. Shaken, not stirred, ça commence ici. Si Bond, James Bond est la réplique la plus célèbre de la saga, Shaken Not Stirred arrive juste derrière. Et oui, elle apparaît pour la première fois au cinéma dans Dr No. Bond commande un medium dry martini, lemon peel, shaken, not stirred. Vodka, of course. Ça sonne comme une petite conversation anodine, mais c'est chargé de caractère. Dans la culture du cocktail des années 60, remuer un martini était considéré comme la méthode raffinée et sophistiquée. Le shaker était vu comme grossier et amateur. La préférence de Bond est un code délibéré. Il brise les règles établies même dans les rituels sociaux, et il s'en fiche complètement. Fleming avait déjà utilisé cette préférence dans ses romans, mais Dr No est le moment où elle entre dans la conscience collective mondiale et elle fait partie de l'identité du personnage depuis. Le secret sous la coiffure. Voici un détail que les caméras ont toujours pris soin de cacher. Sean Connery, malgré sa présence physique magnétique à l'écran, commençait à perdre ses cheveux dès le début de la vingtaine. À l'époque où il est devenu Bond, il portait une perruque professionnelle. Et il en a porté une dans tous les films Bond qu'il a tournés. L'équipe de production travaillait méticuleusement pour qu'elle ne soit jamais visible à l'image. Et pour l'essentiel, ils ont réussi brillamment. Connery lui-même en a parlé ouvertement plus tard, sans aucune gêne, la qualifiant simplement d'outil professionnel pas différent d'un costume. C'est un petit détail, mais il dit beaucoup sur l'artisanat extraordinaire qui entrait dans la construction de l'image de Bond. Chaque élément était délibéré, rien n'était laissé au hasard. L'homme le plus confiant du cinéma était, au moins sur un point, comme tout le monde. Numéro 11. L'homme derrière le canon. Avant un seul mot de dialogue, avant la Jamaïque, avant le premier martini, il y a le canon de l'arme. Ce cadre circulaire qui traverse l'écran, Bond qui se retourne et tire, un flot rouge-sang glissant sur le blanc. C'est l'une des images d'ouverture les plus reconnaissables de tout le cinéma. Elle a été conçue par l'artiste de générique Maurice Binder spécialement pour Dr No, et elle a établi un langage visuel repris avec de petites variations stylistiques dans tous les films Bond depuis. Ce que beaucoup de fans ignorent, c'est que ce n'est pas Connery qu'on voit travers le canon dans la séquence originale, c'est le cascadeur Bob Simmons. Le plan de Connery regardant le canon n'a été tourné que plus tard dans la saga.
Un petit détail fascinant, mais pour les fans hardcore, c'est exactement le genre de choses qui vous renvoie direct au début pour tout revoir. Numéro 12. Le thème qui a déclenché une guerre juridique. Le thème de James Bond est l'un des morceaux de musique les plus immédiatement reconnaissables jamais composés. Mais la question de savoir qui l'a vraiment écrit a provoqué une bataille juridique qui a duré des décennies. Le crédit officiel revient à Morty Norman qui a composé la mélodie originale. John Barry, qui a arrangé et produit la version entendue dans le film, a toujours maintenu que le riff de guitare distinctif était en grande partie sa création. Norman a attaqué The Sunday Times en 2001 après un article qui créditait Barry comme le vrai auteur, et Norman a gagné le procès. Barry n'a jamais publiquement abandonné sa position. La dispute a couvé pendant des années. Ce qui est indéniable, c'est que les deux hommes ont été essentiels à ce que le monde a entendu. Norman a donné le concept, Barry lui a donné de la vélocité et des dents. Le résultat, un morceau qui a survécu aux deux. Numéro 13. La Jamaïque, c'était personnel. Dr No n'a pas été tourné en Jamaïque parce que c'était un beau décor. Pour Ian Fleming, la Jamaïque, c'était chez lui. Il vivait là depuis les années 40 dans sa propriété appelée Golden Eye, un nom que des années plus tard deviendra le titre d'un film Bond. Et l'île avait chapeauté l'atmosphère de ses premiers romans Bond dès le départ. Tourné en décor naturel a donné au film une texture et une chaleur que aucun plateau de studio n'aurait pu reproduire. Les vrais blages, la vraie lumière, la chaleur physique de l'endroit. Ça passait à l'écran d'une façon que le public ressentait immédiatement. Pour les spectateurs du gris après-guerre britannique, ce soleil jamaïcain était pratiquement un caractère à part entière. Ça vendait le fantasme complètement. Et pour une franchise construite sur l'escapade, choisir le propre paradis de Fleming comme décor était l'une des décisions créatives les plus inspirées que la production n'ait jamais prises. Numéro 14. La première voiture de Bond n'était pas une Aston Martin. Demandez à n'importe quel fan occasionnel quelle voiture conduit l'espion, la réponse est toujours la même, une Aston Martin. C'est vrai, mais pas dans Dr No. Dans le film, Bond conduit une Sunbeam Alpine Series 2, une sportive britannique basse et racée élégante qui allait parfaitement au personnage et avait l'air effortless chic sur les routes jamaïcaines. L'Aston Martin DB5, iconique, n'apparaît qu'à partir de Goldenfinger en 1964, où elle devient inséparable de l'identité Bond qu'elle définit aujourd'hui dans l'imaginaire populaire. La Sunbeam Alpine Series 2 est un délicieux détail d'époque, élégante, discrète, parfaitement de son époque. Mais comme Goldenfinger est arrivé et a élevé les enjeux si dramatiquement, la plupart des spectateurs ont complètement oublié que conduisait Bond au tout début. Numéro 15. Fleming a regardé et a changé d'avis. Ian Fleming, l'homme qui a inventé James Bond, était présent pendant le tournage en Jamaïque et ce n'était pas un homme facile à impressionner. Il avait été sceptique sur Connery dès le départ, le décrivant même à un moment comme un cascadeur trop grand, loin de la figure sophistiquée et presque aristocratique qu'il avait écrite sur la page. Mais quelque chose a bougé quand Fleming a vu Connery travailler. L'autorité physique, l'aisance, le danger contenu. Quelque chose était indéniablement juste d'une façon que même la sophistication ne pouvait fabriquer. Quand le film a été terminé, Fleming avait complètement changé d'avis. Il a loué l'adaptation et a reconnu que Connery avait trouvé quelque chose d'essentiel dans le personnage. Quelque chose que même Fleming n'avait peut-être pas totalement défini sur papier. Pour un perfectionniste et un homme prié, ce jour d'admission signifiait tout. Numéro 16. L'ombre de Spectre pour la première fois. Dans Dr No, le docteur ne travaille pas seul. Il sert Spectre. Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. C'est la première apparition de cette organisation au cinéma et elle introduit l'une des idées les plus durables de tout l'univers Bond. Un empire criminel apatride, ne répondant à aucun gouvernement, motivé uniquement par le pouvoir et l'argent. Ce qui rendait Spectre si efficace dans le contexte du début des années 60, c'est son ambiguïté politique délibérée. Au pic de la guerre froide, les films Bond auraient facilement pu présenter des agents soviétiques comme méchants. Spectre évitait complètement ça. Ils n'étaient ni de l'Est ni de l'Ouest. Ils étaient simplement au-delà de l'idéologie. Ça gardait les films loin de la propagande et leur donnait une qualité intemporelle que les films d'espionnage beaucoup plus politisés de l'époque ont rapidement perdu. C'était un choix créatif plus malin qu'il ne paraît au premier regard. Numéro 17. Le méchant aux mains de métal. Dans le roman original d'Ian Fleming, le docteur Julius No est l'une de ses créations les plus réellement troublantes. Il est décrit comme le fils d'un père missionnaire allemand et d'une mère chinoise.
un homme rejeté par l'organisation criminelle Tong qu'il servait, qui lui a coupé les mains en punition et les a remplacées par des pinces métalliques. Sa difformité et son profond sentiment de rejet sont à la racine de tout ce qu'il devient. Le film a gardé les mains de métal et la menace clinique froide, et l'interprétation de Joseph Wiseman donne au personnage une immobilité presque inhumaine. Il n'y a aucune chaleur nulle part chez le Dr No de Wiseman, aucun moment de doute, aucun éclat d'humanité. Beaucoup d'historiens de Bond le considèrent comme l'un des antagonistes les plus réellement dérangeants de toute la série, précisément parce qu'il donne l'impression d'être moins une personne qui fait des choix qu'un mécanisme construit uniquement pour détruire. Numéro 18. Le film qui n'était pas censé être le premier film. Voici où l'histoire devient vraiment fascinante, et ça nous rapproche du bonus fact qu'on tease depuis le début. Dr No n'était pas censé être le premier film. Les producteurs Broccoli et Saltzman voulaient originalement adapter Thunderball, un autre roman de Fleming déjà développé en scénario. Mais Thunderball était enlisé dans un sérieux litige juridique avec le scénariste Kevin McClory qui revendiquait une copropriété sur l'histoire et les personnages. Avec les droits impossibles à régler rapidement, les producteurs ont pivoté. Ils avaient besoin d'un film Bond qu'ils pouvaient réellement faire, et Dr No était celui qui était disponible. Toute la trajectoire de la saga, le casting, le décor, le ton, l'ouverture qui a lancé tout, a été chapeaunée par une dispute juridique autour d'un scénario qui n'est jamais passé en premier. Et le bonus fact est encore plus extraordinaire. Restez jusqu'au bout. Trop dangereux pour certains pays. La censure dans plusieurs pays était très mal à l'aise avec Dr No. La combinaison de sexualité, de violence et d'un méchant d'origine germano-asiatique posait problème pour des raisons très différentes selon les marchés. Dans plusieurs territoires, la sensualité des scènes avec Honey Rider a entraîné de grandes coupes. Le British Board of Film Censors a donné au film un certificat X, ce qui signifiait que personne de moins de 16 ans ne pouvait le voir. Pour un film d'aventure grand public, c'était une vraie barrière commerciale. Et pourtant, comme souvent, les restrictions ont probablement alimenté la curiosité plus qu'elles ne l'ont freinée. Les jeunes spectateurs trouvaient des moyens de le voir, les critiques en débattaient. La controverse est devenue partie de l'histoire. Dr No est arrivé non pas comme un divertissement facile, mais comme quelque chose de légèrement dangereux. Et en 1962, cette pointe était exactement ce qui le rendait irrésistible. Numéro 20. La première Bond Girl n'était pas ce que vous pensez. Ursula Andress en Honey Rider n'a pas seulement créé le modèle de la Bond Girl, elle l'a compliqué dans une façon que le terme lui-même ne capture pas totalement. Honey n'est pas passive, elle arrive à l'écran avec un couteau. Elle a sa propre mission, son propre passé, ses propres instincts de survie durement gagnés. Elle est pleine de ressources, autonome et totalement imperméable à la réputation de Bond. Pour 1962, cette combinaison était vraiment inhabituelle dans un film d'action grand public. Le label pop culture Bond Girl est né avec ce film. Et même si le terme a été débattu et critiqué depuis des décennies, l'original était considérablement plus subversif que le mot ne le suggère. Le directeur Terence Young mettait consciemment en scène l'émergence de Honey de la mer comme une image mythologique, Vénus sortant des vagues. L'intention était iconique dès le premier plan, et iconique est exactement ce qu'elle est devenue. Numéro 21. Bonus fact. La franchise qui a failli jamais exister. Et voilà le fait promis, celui qui change tout. Des années avant que Dr No n'entre en production, les romans Bond d'Ian Fleming avaient été optionnés, développés, pitchés et abandonnés par des studios qui simplement n'y croyaient pas. Les droits étaient fragmentés, l'intérêt hollywoodien était inattention. Ni qu'un grand studio ne pensait qu'un film d'espionnage britannique pouvait devenir un phénomène mondial. Quand Broccoli et Saltzman ont finalement rassemblé les droits et présenté le concept à United Artists, l'accueil était tiède au mieux. Le studio a accepté de financer le film, principalement parce qu'ils espéraient perdre une somme gérable et préféraient la perdre discrètement sur quelque chose de britannique. Le budget qu'ils ont fourni reflétait cette confiance, minimal, prudent, presque insultant. Les cabinets n'investissaient pas dans une franchise, ils toléraient un pari risqué. Et pourtant, contre tous les calculs raisonnables, tous les doutes, chaque signature réticente sur chaque contrat, ils ont fait quelque chose qu'on regarde, qu'on débat, qu'on revisionne encore 60 ans plus tard. Certains paris rapportent pour toujours. Dr No n'a pas simplement lancé une franchise, il a inventé un fantasme.
Un fantasme de danger cool, d'aventure ensoleillée et de style effortless que le monde n'avait jamais vraiment vu avant. Et il l'a fait avec $1 million, un acteur écossais inconnu, une modèle suisse dont la voix n'a pas été utilisée et un studio qui y croyait bernement. 60 ans plus tard, on le regarde. Si vous avez aimé cette plongée dans 1962, likez la vidéo. Considérez ça comme votre licence pour être brillant. Laissez un commentaire avec le fait qui vous a le plus surpris et abonnez-vous au club Rebobine pour ne pas rater aucun classique. On devrait couvrir plus de films Bond avec Sean Connery, dites-le nous en dessous. Et dites-nous quel film Bond vous voulez qu'on décortique ensuite. La mission continue.